Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Septembre 1945, un train entre en gare de Berlin. Un train de wagons à bestiaux où sont entassés des réfugiés allemands. La victoire alliée a renversé la situation. Ce ne sont plus maintenant les ennemis d'Hitler que l'on transporte comme des marchandises. C'est le tour des Allemands eux-mêmes, qu'ils aient été favorables ou non aux nazis. Un peuple qui souffre et paie chèrement les fautes, les crimes de ses dirigeants. Ce train arrive de la frontière polonaise. Il ramène des soldats libérés d'un camp russe de prisonniers. Parmi eux, deux hommes, deux copains. Manfred Schröder, Robert Laub. Le premier grand, maigre, le visage émacié, les yeux immenses, le nez en bec d'aigle, Manfred. Le second, petit, maigre aussi, mais qui ne l'aurait pas été à cette époque-là, une rondeur, comme on dit au théâtre, Robert. Don Quichotte et Sancho Panza. Dans la gare à moitié détruite, une foule hétéroclite misérable va et vient, constituée aussi de petits groupes immobiles, de gens fatigués, épuisés, ou qui ne savent plus où aller. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demande Robert à Manfred. « Ce qu'on a dit. »« Alors tu m'emmènes chez toi ? T'es sûr que ta femme voudra ? Volga ?» Manfred n'aura pas besoin d'imposer sa volonté avec brutalité, comme il en a le goût et l'habitude. Olga n'est pas à l'appartement. Il n'y a plus d'appartement. L'immeuble bombardé s'est écroulé. Seul subsiste un pan de mur. À la hauteur de l'étage où il habitait, Manfred reconnaît un large morceau du papier peint de sa chambre. C'est tout ce qui lui reste de son passé. Il le contemple un moment sans rien dire. Les deux camarades décident de retourner à la gare. Ils espèrent trouver quelqu'un qui s'adressait, obtenir un secours, boire, manger. Un service d'accueil est prévu, mais il est débordé. C'est la bousculade, le désordre. « Allez, viens, dit Manfred. On va pas perdre son temps avec ces minables. »« T'as une idée ? » ?»« On va bien en avoir si on veut pas crever. » La rage au cœur, dégoûtés, les anciens prisonniers mettent leur sac sur un banc, s'étendent et posent leur tête dessus. Ils s'endorment. Que vont devenir ces deux hommes, ces soldats perdus ? L'un commande, l'autre obéit. Celui qui obéit, Robert, paraît déjà une victime. Celui qui commande, Manfred, va laisser un nom dans l'histoire de l'Organisation internationale de la police, l'Interpol. Cette nuit dans la salle d'attente d'une gare n'est pour lui que la première étape d'un voyage de 7 ans à travers 5 pays, avec 6 polices à sa poursuite. L'étonnante aventure de Manfred prouve que désormais, il ne suffit plus à un criminel de traverser une frontière pour triompher de la justice. Les deux anciens prisonniers de guerre allemands, Manfred Schröder et Robert Laub, pour résoudre le problème du logement dans Berlin détruit, se sont installés chez des vieilles prostituées, Vanda et Hildegarde. Une idée de Manfred, qui connaissait Vanda de longue date, avant la guerre. « Ah ça oui, t'as eu une riche idée, dit Robert à son copain. Seulement tu vois, moi... qu'est-ce qu'il y a, t'es pas content ? Si, mais enfin... quand Vanda a demandé à Hildegarde si elle voulait de toi, t'étais drôlement heureux que ça marche. Ça marche trop bien, mon vieux. Elle veut se marier avec moi. Non. On va fêter ça. Barman, c'est ma tournée. Et buvant un énième verre dans la boîte de nuit où il passe le plus clair de son temps, Manfred pense au parti qu'il peut tirer de la situation. Mais faut l'épouser. Tu es malade ? Mais non, réfléchis 2 minutes. Ton Hildegarde. Elle a 2 mômes en nourrice dans le Hanovre. Alors tu lui dis de vendre son appartement ici. Il faut au moins 20 000 marks. Vous partez là-bas ensemble.
Et avec le fric, vous pouvez vous installer à la campagne. Bon, mais tu me vois avec 2 mondes. Mais tu rigoles. Entre Berlin et Hanovre, on trouvera bien le moyen de la semer, Hildegarde. Ah, parce que tu veux venir avec nous? Bah, tu crois pas que je vais te laisser filer tout seul avec 20 000 marks, non? Robert Laube suit les conseils de Manfred. Il joue les amoureux. Hildegarde, usée, fatiguée, se met à rêver du bonheur et de la vie de famille. Elle vend tout ce qu'elle possède. Et un jour, voilà le trio en route pour Anna. Oh, les transports ne fonctionnent pas encore normalement. Des voies ont sauté, des ponts ont été détruits, il faut changer de train. 5 heures d'attente dans une gare. Manfred propose une promenade. Il y a justement une forêt, tout près. Oh, allons-y, oui, dit Hildegarde. On regardera la feuille à l'envers, hein, chérie? Robert Laube est moins enthousiaste que sa fiancée. Car c'est sans elle, il le devine, qu'il faudra revenir de la promenade. Manfred vient de le décider. Mais comment compte-t-il s'y prendre pour se débarrasser de la fille? Jamais ils n'en ont parlé sérieusement. Robert pensait qu'on la perdrait comme ça dans la foule, mais dans une forêt. Quand 4 heures plus tard, Robert revient seul à la gare avec Manfred, il est pâle et défait. Il a été, sans l'avoir voulu vraiment, le complice d'un crime. Manfred a conseillé à Hildegarde de s'étordre sous un sapin en compagnie de son amoureux. Elle était si contente. Et puis, lui s'est éloigné par discrétion. Mais il est vite revenu par derrière, et avec une barre de fer, il a assommé la pauvre femme. Robert, horrifié, a dit « T'aurais pas dû, Manfred, t'aurais pas dû faire ça. Oh, t'en fais pas, va. Jamais elle n'a été aussi heureuse. C'est une belle mort pour elle. Allez, aide-moi. » Alors tous les deux, ils ont enterré sommairement Hildegarde. Riches et libres, ils le sont maintenant. Oh, pas très riches. Quant à leur liberté, elle est menacée. Et il va falloir la défendre. Car bien entendu, le cadavre est retrouvé, identifié. Manfred et Robert suspectés. Et cela d'autant plus qu'ils ont disparu. Ils doivent fuir, se cacher, voyager, changer de nom. Encore une chance pour eux que l'Allemagne de 1945 soit entièrement désorganisée à tous les points de vue. Administrativement, physiquement même. Un pays abattu, exsangue, où les Manfred et leurs pareils ressemblent à des loups parmi d'autres loups, errent dans les décombres, se partagent les dépouilles. Ils se livrent ensemble au marché noir. Mais Manfred a vite assez de la compagnie de Robert, un reproche vivant. Pourtant, c'est lui le coupable. Lui qui a tout manigancé. Et il trouve Robert insupportable. Trop bête en plus. En restant avec lui, il risque de se faire prendre. Alors il l'abandonne. Oh, cela ne traîne pas. À peine Robert Laube est-il seul à gouverner sa vie, il est arrêté, emprisonné, accusé du meurtre d'Hildegarde. Il se défend comme il peut, maladroitement, en rejetant toutes les responsabilités sur Manfred, ce qui n'est ni courageux ni intelligent, car il reconnaît ainsi être le complice de l'assassin et mériter, comme lui, la peine de mort. Et Manfred, où est-il? Eh bien, il s'est sauvé en Autriche. Il est persuadé que Vienne, conquise par les Russes, n'appartenant plus au Reich, redevenue une capitale étrangère, il est à l'abri. Il ignore que de Bruxelles partent des lettres adressées aux 4 coins du monde. Elles invitent des représentants de tous les pays à se réunir afin de réorganiser la police internationale. Manfred, le tueur donné par son ami Robert, ne sera pas longtemps tranquille en Autriche. Il devra fuir en Italie, en France, en Espagne, au Maroc, s'embarquer pour les Baléares. Tandis que les polices de tous ces pays se communiquent des renseignements à son sujet, les recoupent, tandis qu'Interpol, reconstitué après la guerre, resserre les mailles de son filet. Comment Manfred sera-t-il pris? Malgré ses astuces, ses déplacements incessants, grâce à quelle organisation? Examinons d'abord cette affaire du côté de la police allemande. Que sait-elle? Un crime sordide a été commis, une vieille prostituée assassinée puis volée par 2 anciens prisonniers de guerre. L'un est arrêté, Robert Laube, l'autre en fuite,
Manfred Schröder. Tout ce qu'elle connaît du fuyard, c'est Robert Laube qui le lui a dit, son signalement, sa vie passée. Sur le présent, rien. Et la police autrichienne. Eh bien, un vieux cordonnier s'y présente. Joseph Linzer. Vous avez une déclaration à faire? Attendez, je prends note. Nom, prénom, qualité, domicile, situation de famille. L'employé tape à la machine. On en arrive à ce qui est intéressant. Voilà, mon ex-femme Ada vient de se remarier. Vous êtes divorcé. Ce n'est pas ce que vous m'avez dit? Si. Alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? Attendez. Elle a épousé Franz Boymin. Et il existe déjà une Madame Boymin. Tenez, j'ai son adresse. Montrez. Donc, selon vous, ce monsieur Boymin est bigame? Exactement. Le cordonnier a dénoncé son ancienne épouse par jalousie. Vérification faite, la première Madame Boymin, interrogée, s'étonne. Je suis veuve, inspecteur. Mon mari est mort l'année dernière, dans un accident de voiture. Quelqu'un a donc utilisé les papiers du défunt pour se marier sous un faux nom. Manfred Schröder, bien sûr, qui n'a que le temps de disparaître pour ne pas être arrêté. Mais la police ignore son vrai nom. Par contre, elle se souvient de celui de l'ex-femme du cordonnier Ada, la jeune mariée délaissée. La police italienne maintenant. Oui, car Manfred s'est réfugié en Italie. Dans un bar sur le port de Naples, un jeune pêcheur, Claudio, renseigne un douanier. Ça vous intéresse la contrebande du tabac? Pourquoi t'as un tuyau? Tu veux combien pour ça? Rien du tout, prends une lyre. Allez donc faire un tour vers minuit, au nord du Cap Misena. Claudio ne peut pas encaisser le nouvel amant de sa sœur Rita, un étranger sans gêne, qui s'est installé à la maison comme s'il était chez lui. La nuit, ce malabry a deux occupations, l'amour avec Rita ou la contrebande de tabac selon son humeur, le clair de lune et ses besoins d'argent. La police est au rendez-vous du Cap Misena, mais l'étranger n'y est pas. Il fume une cigarette, assis sur le muret de la maison de Rita, attendant le retour de celle-ci. Deux inspecteurs se présentent. Vos papiers. L'étranger, c'est Manfred évidemment, montre un passeport au nom de Alois Kretschmer. Il lui a été fourni par des pèlerins tyroliens à Rome, rencontrés à l'église Santa Maria dell'Anima, le sanctuaire national des Autrichiens. Manfred et les Tyroliens ont sympathisé et échafaudé des projets ensemble. Alois Kretschmer. Né à Innsbruck. Les policiers semblent trouver le passeport normal. Ayant en main une dénonciation de Claudio, ils demandent tout de même à ce soi-disant Kretschmer « Suivez-nous, une simple formalité ». Kretschmer, alias Manfred Schröder, est photographié. Ses empreintes digitales sont prises, le tout expédié en double à Vienne. Cela commence à tourner mal pour lui, mais, me direz-vous, il est impossible d'établir une liaison entre Kretschmer et Schröder. C'est oublier que les hommes ont leurs faiblesses, et que ces faiblesses, ils les paient un jour ou l'autre. Car voici revenir Ada. Vous savez l'ancienne femme du cordonnier, en Autriche. Interrogée une première fois par la police autrichienne, elle n'avait pas vendu Manfred. Quelques mois plus tard, elle retourne à la police d'elle-même. J'ai quelque chose à ajouter à ma première déclaration. Asseyez-vous, madame. J'ai revu mon mari, enfin... Oui, vous voulez dire, celui qui se faisait passer pour Frank Boymin. Oui. Je l'ai revu à Naples. Il m'a écrit de venir le rejoindre dans un couvent où il travaillait comme maçon. J'y suis allé. Il se faisait appeler Alois Kretschmer. Et pourquoi n'êtes-vous pas resté avec lui? Nous ne nous entendions plus. Nous nous sommes séparés. En réalité, Manfred, bien sûr, a trompé Ada avec la sœur de Claudio, Rita. Ada, folle de jalousie, est retournée à Salzbourg et vient de dénoncer son mari. Vous voyez comme c'est curieux, comment à travers les heures de la vie quotidienne, l'amour, le bonheur et le malheur, la vérité fugitive apparaît, disparaît à la manière d'un coin de ciel bleu masqué et démasqué par le passage de lourds nuages. En se communiquant des renseignements apparemment sans lien les uns avec les autres, Interpol finit par reconstituer le puzzle. Où en sommes-nous en l'occurrence? Boymin et Kretschmer sont une seule et unique personne. Et cette personne, on possède sa photo dans plusieurs pays. Elle est classée dans ce qu'on appelle le fichier rouge de l'Interpol. À Berlin,
L'identification est faite. Bohumine, Kretschmer ne sont autres que Manfred Schröder, l'assassin. Un message est expédié immédiatement à toutes les polices du monde pour le préciser. Oh, cela ne suffit pas bien sûr pour arrêter Manfred, mais cela rend sa capture plus facile, possible, à condition qu'il se fasse remarquer d'une manière ou d'une autre. Mais les mauvais garçons sont-ils capables de ne pas se faire remarquer, de se décider à être sages? Manfred peut-être, car pendant plusieurs années la police n'entend plus parler de lui. S'est-il rangé les voitures? Est-il sauvé? En 1951, plusieurs informations fragmentaires parviennent à la police autrichienne qui centralise les renseignements. D'abord, une information de Marseille. Une demande d'engagement dans la Légion étrangère a été déposée par Alois Kretschmer. La sécurité militaire française est saisie. La Légion, traditionnellement, respecte les secrets de ses soldats. Cela prend du temps. En fin de compte, on ne trouve pas de Kretschmer dans l'armée. A-t-il été prévenu des recherches entreprises à son sujet? En tout cas, il a filé. Où ça? En Italie. Un indicateur le précise, on le croit. La police italienne alertée va voir Rita à Naples. Aloïs? Non, je ne l'ai pas revu depuis qu'il est passé ici, il y a longtemps. Oh, je vous jure. Elle ment, c'est sûr. Mais les inspecteurs napolitains savent qu'ils n'obtiendront pas davantage d'une femme, une vraie, comme on n'en fait plus, fidèle à l'italienne, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Ils répondent à Vienne, RAS, rien à signaler chez nous. Les Autrichiens, eux, retournent chez Ada. Cette femme-là est jalouse. Elle a déjà parlé. Et en effet, elle parle à nouveau. Manfred? Bien sûr, je sais où il est. En France, sur la Côte d'Azur. Il s'apprête à partir en Amérique. Il s'est engagé comme matelot sur un yacht, le Santal. Comment le savez-vous? Par une amie anglaise qu'il a rencontrée, m'a prévenu. Oh, il n'y a pas longtemps, hier. D'ailleurs, j'allais vous téléphoner pour vous le dire. Il faut l'arrêter. Il m'en a trop fait voir, celui-là. Autour de la police française d'entrer à nouveau en action. Le Santal a appareillé. Les inspecteurs s'adressent à l'agence maritime qui s'occupe de l'armement. C'est exact, il y a Alois Kretschmer dans l'équipage. Mais où est le bateau? À Naples. Tiens. La police italienne revient à la charge. Trouve le Santal. Interroge le capitaine. Kretschmer? Non, il a débarqué. On l'a remplacé. Ah, attendez. Pas exactement. On l'a échangé avec un marin du Kangourou. Oui, c'est un bateau qui appartient au même propriétaire. Mais où est-il, ce Kangourou? À Palma, je pense. Oh, il doit être arrivé alors qu'il est. La police espagnole des Baléares vérifie. Il n'y a pas de Kretschmer à bord. En réalité, il y est, mais sous un autre nom. Walter Praxmarer. La garde civile ne possède pas la photo du criminel et n'a pas pensé à la réclamer. Une chance pour Manfred. Le Kangourou appareille, direction Gibraltar, puis Tanger, enfin, l'océan. En novembre 1951, 3 naufragés sont recueillis sur la côte marocaine, près du phare du Cap Quentin. La police de Rabat les interroge. « Et vous, comment vous appelez-vous déjà ?»« Walter Praxmarer. »« Bon. Donc, vous avez fait naufrage avec le Kangourou ?»« Oui. On était 6. Plus le capitaine Masvoy et sa femme. C'est pas ça qui m'intéresse. Vous aviez fait escale à Tanger. Quel était le contenu des caisses que vous avez embarquées là? Ça, j'en sais rien. En tout cas, ils sont au fond de l'océan maintenant. Et vous, qu'elle dites? Ce naufrage paraît invraisemblable aux autorités. Pourtant, il a vraiment eu lieu, parce que le capitaine, en dépit du mauvais temps, a pris des risques inouïs pour s'échapper avec les fameuses caisses. Pleines de quoi? D'armes de contrebande? On ne sait pas. La police marocaine ne soupçonne pas Walter, alias Manfred. Elle s'intéresse au chargement effectué à Tanger. Mais par routine, elle consulte la liste rouge d'Interpol. Stupéfaction. Elle y trouve la photo de Franz Bohumine, Lois Kretschmer, Manfred Schröder, et peut y ajouter un 4e nom dessous, Walter Praxmarer. Eh bien, cette fois, ça y est. Manfred, pour lui redonner son vrai nom, est pris, arrêté, emprisonné. Interpol a rempli son office. Ah, c'est tout de même rassurant, avouons-le. Et le fonctionnement de cette merveilleuse machine policière internationale donne à réfléchir, à tous ceux en tout cas qui pourraient penser que la fuite dans la vie est une solution. Dernier aspect extraordinaire de cette affaire, le jugement. Robert Laub,
a été condamné à mort et exécuté. On le considère comme le principal coupable, le meurtrier. Quant à Manfred, jugé après l'exécution de son ami, eh bien, il ne récolte que 15 ans de prison. Mais chaque année, le 3 octobre, jour anniversaire de la mort d'Hildegarde, la prostituée, il devra, la cour d'assises de Salzbourg en a décidé ainsi, passer 24 heures dans le noir, dans une cellule sans lumière. Ah, nous le constatons presque chaque jour en étudiant ensemble ces dossiers extraordinaires. La justice a les yeux bandés. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Don't give up. Your teammates can still recall you.